Mon frère a exigé la totalité de mon salaire pour éponger sa dette colossale. Tu es ma sœur adorée. J'ai ri et j'ai dit, le penses-tu vraiment, après tout ce que toi et ta famille m'avez fait? Je suis simplement parti sans l'aider. Le lendemain, mon téléphone a explosé avec 224 appels manqués et des messages vocaux arrivant sans arrêt. Je suis Olivia Harper, une gestionnaire de projet principale de 32 ans dans une importante entreprise de technologie logicielle au cœur du centre-ville de Seattle, dans l'État de Washington. Pendant plus d'une décennie, j'ai consacré chaque once de mon énergie, de mon intellect et de ma santé mentale à gravir les échelons impitoyables de l'entreprise, endurant des nuits blanches interminables, survivant à des présentations brutales et à enjeux élevés en salle de conseil. Et gérant des déploiements de logiciels de plusieurs millions de dollars à travers le monde. Grâce à un courage et à une indépendance absolue, j'ai réussi à acquérir mon propre appartement dans une tour surplombant les eaux magnifiques de la baie d'Elliott, à établir une cote de crédit impeccable et à bâtir un filet de sécurité financière substantiel qui représentait ma liberté ultime. Je tirais une immense fierté du fait que j'avais construit une vie de sécurité absolue entièrement selon mes propres termes, sans jamais demander un seul centime ni l'aide de personne. Pourtant, dans la dynamique tordue de ma famille, mon indépendance durement acquise n'imposait pas le respect. Au lieu de cela, elle m'a simplement transformé en une cible très lucrative pour une exploitation financière continue. Au moment où j'ai finalement mis les pieds dans ma maison d'enfance dans la riche banlieue de Bellevue, après un quart de travail épuisant de 12 heures, naviguant ma voiture à travers une pluie torrentielle du nord-ouest du Pacifique. L'odeur étouffante et familière de manipulation émotionnelle et de tromperie calculée a rempli la grande entrée. Mon frère cadet de 30 ans, Tyler Harper, était assis sur le somptueux canapé en cuir de designer au centre du salon, projetant avec brio son expression pathétique habituelle, affaissant ses épaules et fixant le sol pour exécuter une démonstration parfaitement répétée d'impuissance totale. Conçue spécifiquement pour utiliser ma culpabilité comme une arme. Planant au-dessus de lui comme un bouclier protecteur se trouvait notre mère, Diane Harper, vêtue d'une élégante robe en soie, caressant doucement son dos et le traitant comme une victime innocente et fragile d'une catastrophe naturelle tragique et inévitable. Plutôt que comme l'architecte imprudent de sa propre ruine. Diane a levé vers moi ses yeux froids et calculateurs, son expression se transformant instantanément en un masque d'autorité maternelle désespérée alors qu'elle se lançait directement dans sa performance familière induisant la culpabilité. Elle a déclaré avec une certitude absolue que mon succès en entreprise appartenait à cette famille, que ma richesse était la leur, et qu'il était de mon obligation morale absolue de sauver mon frère d'une crise potentiellement mortelle. Ensuite, Tyler a lentement levé les yeux, adoptant soigneusement le ton suppliant et d'une douceur nauséabonde qu'il réservait exclusivement au moment où il avait besoin de vider mes comptes bancaires. Me regardant avec une vulnérabilité calculée avant de prononcer les mots qui m'ont retourné l'estomac. Il a dit, « Olivia, tu es ma charmante sœur qui a réussi. J'ai juste besoin que tu me cèdes l'intégralité de ton salaire pour l'année prochaine afin de couvrir une énorme erreur financière d'urgence qui est devenue complètement hors de contrôle. Car la famille est toujours la famille quoi qu'il arrive. N'est-ce pas? » En regardant ces deux personnes profondément égoïstes qui avaient impitoyablement drainé les économies de ma jeunesse pendant des années sans une seule once de remords ou de responsabilité sincère, je n'ai pas pleuré. Je n'ai pas crié, et j'ai refusé de leur accorder l'effondrement émotionnel qu'ils essayaient désespérément de provoquer. Au lieu de cela, je suis resté complètement figé dans l'embrasure de la porte, j'ai regardé directement leurs visages avides et parasitaires, et j'ai éclaté d'un rire fort et moqueur qui a résonné froidement sur les hauts plafonds voûtés du salon. J'ai regardé ma mère et mon frère droit dans les yeux et je leur ai demandé s'ils croyaient vraiment, honnêtement, que j'étais toujours cette même fille stupide et facilement manipulable qui détruirait volontairement son propre avenir durement gagné juste pour permettre leur schéma toxique de destruction, surtout après chaque trahison qu'ils avaient activement perpétrée dans mon dos pendant des années. Sans leur laisser une seule seconde pour déployer leurs excuses répétées ou utiliser leurs larmes artificielles comme des armes, j'ai instantanément tourné les talons, ouvert violemment la lourde porte d'entrée et je suis reparti sous la pluie glaciale. Les laissant figés dans un état de choc absolu et total. Laissez un commentaire ci-dessous pour me faire savoir d'où vous regardez cette histoire. Cliquez sur le bouton j'aime et abonnez-vous à cette chaîne dès maintenant si vous croyez fermement que la loyauté familiale doit toujours avoir ses limites légales absolues. Le lendemain matin, bien avant que le soleil froid et pâle de Seattle ne puisse même tenter de percer l'épais mur étouffant de brouillard gris qui enveloppait complètement l'immeuble de bureau de mon entreprise au centre-ville. Le téléphone personnel posé sur mon bureau a commencé à vibrer avec une férocité implacable et terrifiante. L'appareil bourdonnait continuellement contre le bois sombre poli, son écran s'illuminant dans une cascade aveuglante et incessante d'appels entrant en rafale,
d'alertes textuelles urgentes et de notifications de médias sociaux provenant à la fois de ma mère et de mon frère. Au moment où l'horloge a sonné 10 heures du matin, un bref et tendu coup d'œil à l'appareil a révélé un nombre stupéfiant de 224 appels manqués, accompagnés de dizaines de longs messages vocaux qui semblaient devenir de manière exponentielle plus instable et hystérique à chaque heure qui passait. Lorsque le bruit accablant m'a finalement forcé à mettre mon casque et à écouter quelques-uns des enregistrements, la voix de ma mère a percé l'audio, complètement fracturée par une panique désespérée et haletante qui frisait la folie pure. Elle sanglotait de manière incontrôlable dans le combiné, sa voix montant d'une octave alors qu'elle criait que de violents agents de recouvrement de dettes privées en ligne non réglementées et d'impitoyables syndicats de prêts clandestins suivaient activement sa position. Appelait sa ligne personnelle à toute heure et menaçait ouvertement de s'introduire dans sa propriété immaculée de Bellevue pour saisir tous nos actifs et détruire nos vies si un règlement financier massif n'était pas viré sur un compte offshore avant la fin de la journée. Les messages ultérieurs de Tyler étaient un mélange profondément toxique et manipulateur de supplications pathétiques et rampantes, et d'un transfert de blâme intense et agressif. Il m'accusait farouchement d'être une sœur insensible, narcissique et ingrate qui faisait le choix conscient et malveillant de regarder son propre frère biologique être complètement ruiné par des créanciers impitoyables. Mais alors que j'étais assise là à écouter leur guerre psychologique désespérée, la soumission émotionnelle exacte qu'ils essayaient de m'arracher ne s'est pas matérialisée. Au lieu de cela, une vague glaciale et inébranlable de clarté absolue et de concentration tactique a envahi mon esprit. Je me suis tranquillement adossé dans ma chaise de bureau ergonomique, j'ai pris une gorgée lente et délibérée de mon café noir chaud, j'ai décroché ma ligne sécurisée et j'ai immédiatement contacté mon avocat personnel spécialisé en protection du patrimoine. Un avocat d'affaires de premier plan très agressif, que j'avais secrètement conservé avec des honoraires mensuels substantiels pendant les 2 dernières années consécutives. J'avais initialement pris la décision calculée de l'engager le jour exact où j'ai découvert que Tyler s'était secrètement introduit dans mes anciens dossiers. Avait volé mes documents personnels et falsifié ma signature sur une série de documents juridiques complexes dans une tentative désespérée de refinancer frauduleusement ses anciens prêts étudiants entièrement à mon nom, une trahison que j'avais choisi de garder complètement cachée à la famille. Pendant que je construisais discrètement une contre-offensive juridique impénétrable, j'ai fermement ordonné à mon avocat d'activer immédiatement notre protocole de défense financière globale préétabli. Celui-ci a commencé par l'assignation immédiate et l'extraction médico-légale de chaque relevé bancaire, journal de virement bancaire et registre de transactions numériques associés à mon identité et à mes données d'identité personnelle dans toutes les grandes institutions financières au cours de la dernière décennie. Les documents de jury comptabilité certifiés qui ont commencé à s'empiler rapidement dans mon coffre-fort numérique sécurisé ont fourni une confirmation dévastatrice et horrifiante de leur trahison à plusieurs niveaux. Les documents inattaquables ont prouvé avec une certitude mathématique absolue que ma mère avait systématiquement et illégalement pillé les comptes de retraite privés et les fonds d'investissement à long terme pour lesquels je l'avais bêtement autorisée à co-signer au début de la vingtaine. Lorsque je croyais à tort qu'elle avait mes meilleurs intérêts à cœur. Les registres ont montré qu'elle avait volé près de $100 000 de mon capital durement gagné au fil des ans, le canalisant discrètement et directement vers les entreprises de vente en ligne de luxe ratées de Tyler et ses comptes de commerce en ligne offshore illimités et non réglementés. Pour rendre la situation entière encore plus sinistre, juste avant 5 heures du soir, mon téléphone a vibré avec une alerte de sécurité automatisée de haut niveau de ma banque commerciale principale. Confirmant que Tyler venait d'essayer d'utiliser un code d'autorisation numérique obsolète dans une dernière tentative désespérée pour s'introduire dans un ancien compte d'épargne conjoint dont je l'avais heureusement privé de tous les droits d'accès quelques semaines auparavant. Leur cupidité prédatrice se déroulait précisément selon les modèles comportementaux prédictifs que mon avocat et moi avions rédigés, totalement ignorant que leur désespoir financier frénétique les conduisait directement dans un champ de mine juridique de leur propre création. Croyait-il vraiment et honnêtement que j'étais toujours cette même fille naïve et docile qui céderait facilement sous quelques larmes manipulatrices et une série d'urgences familiales préfabriquées? Le lendemain après-midi, j'ai pris le contrôle absolu du récit et j'ai forcé ma mère et mon frère à me rencontrer dans un café bondé et très public, situé en plein centre d'un quartier commerçant de luxe haut de gamme à Bellevue. Un lieu de prestige où ma mère avait passé des années à prendre de somptueuses photos fortement filtrées pour exhiber un style de vie d'élite de la classe supérieure qu'elle ne pourrait jamais s'offrir par elle-même. Lorsque j'ai franchi les lourdes portes en verre, je les ai repérés tous les deux assis, cachés dans une banquette d'angle, leurs visages complètement pâles, leurs doigts tapotant nerveusement et de manière synchrone contre leur tasse de café froid intacte alors qu'ils scrutaient la foule. Sans prononcer un seul mot de salutation, sans offrir une étreinte réconfortante, et en ignorant complètement leurs regards anxieux et suppliants, je me suis approché de la table et j'ai laissé tomber un gros et épais classeur relié en cuir directement au centre de la surface en bois.
Le bruit sourd et résonnant les a fait tressaillir violemment sur leur siège, attirant la brève attention des clients à proximité. À l'intérieur de ce classeur se trouvait un piège méticuleux et juridiquement fortifié, compilé par mon équipe juridique d'élite au cours des dernières 48 heures. Page après page, les preuves inattaquables et admissibles devant les tribunaux déchiraient complètement leur toile élaborée de mensonges, exposant explicitement comment Tyler avait systématiquement volé mes données d'identité personnelle, falsifié mon historique de vérification d'emploi et exploité mon profil de crédit d'entreprise impeccable pour ouvrir frauduleusement de multiples lignes de crédit en ligne à plafond élevé afin de financer ses habitudes de dépenses compulsives croissantes. Encore plus terrifiant, les rapports de jury comptabilité ont démontré qu'au cours des 4 dernières années, ma mère avait secrètement et illégalement détourné plus de 85 000 $ du fonds d'affectation spéciale pour l'enseignement privé et l'avancement professionnel que mon défunt père avait explicitement mis de côté pour mon avenir avant son décès, me laissant payer mes propres diplômes supérieurs en entreprise à travers un travail acharné et épuisant. Pendant que mon frère dilapidait joyeusement mon droit de naissance légitime, Tyler a reniflé et a immédiatement essayé de faire pivoter sa stratégie de manipulation. Il s'est penché à travers la petite table dans une tentative désespérée d'attraper la manche de mon blazer, sa voix se brisant avec une émotion artificielle alors qu'il essayait de déployer son arme psychologique habituelle, m'appelant sa charmante, brillante et prospère sœur tout en plaidant que la famille doit toujours protéger la famille des dures et impitoyables réalités du monde extérieur. J'ai violemment et résolument retiré mon bras complètement hors de sa portée, je l'ai regardé droit dans ses yeux paniqués, et je lui ai dit avec une froideur absolue que l'amour d'une sœur était un lien sacré de respect mutuel. Pas un distributeur automatique de billets pour un criminel dégénéré et voleur d'identité qui refusait de faire face aux conséquences de ses actes. J'ai fait glisser un ultimatum financier et médical juridiquement contraignant et notarié directement à travers la table, leur offrant un seul choix brutal avec 2 conditions totalement non négociables. Premièrement, Tyler devait s'admettre légalement et volontairement dans un programme intensif de récupération comportementale et financière de 90 jours pour patients hospitalisés, hautement restreint et fermé à clé, situé dans un complexe médical isolé en dehors de Seattle. Une institution stricte qui imposait un suivi obligatoire par système de positionnement par satellite sur 24 heures ainsi que des dépistages aléatoires hebdomadaires de drogue et d'alcool. Deuxièmement, ma mère devait immédiatement signer une procuration financière totale et sans restriction, me remettant le contrôle absolu et juridiquement contraignant de tous les actifs de la famille, des comptes bancaires actifs, des portefeuilles d'investissement et des titres de propriété directement pour les 18 mois suivants. Les yeux de ma mère se sont écarquillés dans une pure rage aristocratique, ses mains fortement manucurées tremblant de fureur alors qu'elle frappait violemment du poing contre la table, hurlant dans un murmure dur que j'étais un monstre ingrat, malveillant et sans cœur qui voulait leur enlever leur dignité humaine et les embarrasser devant la haute société. Tyler m'a foudroyé du regard avec un venin pur et sans mélange, crachant qu'il trouverait une autre porte de sortie à leur désordre financier avant de jamais accepter ma charité humiliante et contrôlante. Je leur ai simplement offert un sourire calme et moqueur, j'ai rangé mes documents en toute sécurité dans ma mallette, je me suis levé sans un mot et je suis sorti directement dans l'air frais de Seattle, les laissant se noyer complètement dans leur propre fierté inutile. Combien de temps pensait-il honnêtement pouvoir maintenir cette arrogance pathétique sans mon argent pour les protéger des loups qui se rassemblaient déjà à leur porte? En moins de 48 heures après cette confrontation explosive au café, mon téléphone s'est illuminé avec un appel vidéo entrant d'urgence de ma mère, et l'image en direct affichée sur l'écran était celle d'une défaite totale et absolue, et d'une terreur pure. Ses cheveux d'habitude parfaitement coiffés étaient un désordre ébouriffé et chaotique. Son maquillage de créateur coûteux était complètement étalé sur son visage pâle après des heures de pleurs hystériques, et la luxueuse façade de haute société qu'elle avait passé toute sa vie d'adulte à entretenir était complètement brisée en morceaux. À travers des sanglots brisés et haletants qui frôlaient l'hyperventilation, elle a frénétiquement avoué que le monde entier de Tyler s'effondrait à la vitesse de l'éclair parce que les violents syndicats financiers illégaux de l'ombre et les applications de prêts clandestins à taux d'intérêt élevés venaient de lancer une campagne coordonnée de la terre brûlée contre eux. Les criminels avaient facilement retrouvé leur numéro de téléphone portable personnel, bombardé leurs voisins immédiats de messages textuels explicites et menaçants, et venaient de commencer à placarder sur des forums publics en ligne et sur les pages de médias sociaux de la communauté locale de Bellevue des photographies modifiées et profondément humiliantes de Tyler, l'étiquetant explicitement comme un voleur bon à rien et promettant des actions en justice agressive ainsi qu'une humiliation publique à leur domicile si les dettes impayées n'étaient pas réglées en espèces avant l'arrivée du week-end. Anticipant cette escalade exacte des événements, j'avais déjà dépensé une somme importante de mon propre argent pour engager un cabinet d'enquête privé très discret basé à Tacoma afin de mener une enquête approfondie sur les récentes empreintes numériques
Les communications textuelles et les transactions financières illicites de mon frère. Le dossier d'urgence que les enquêteurs venaient de renvoyer sur mon disque dur crypté a glacé mon sang d'une fureur pure. Les registres officiels ont révélé que Tyler avait franchi une limite légale et hautement dangereuse, impardonnable, contournant complètement le simple vol d'identité en utilisant des documents fiscaux d'entreprise falsifiés et une réplique numérique truquée de ma signature professionnelle pour garantir la somme supplémentaire de 120 000 $ auprès d'applications de prêts prédateurs de l'ombre à taux d'intérêt élevés qui opéraient complètement en dehors de la loi. J'ai immédiatement transféré le dossier complet de fraude criminelle vérifié directement à l'adresse électronique de ma mère, accompagné d'une seule phrase glaçante déclarant que si tous deux ne signaient pas chaque ligne de mon accord de procuration légale dans les 24 heures, je livrerai personnellement le classeur médico-légal à la division des crimes de haute technologie du département de police de Seattle et laisserai les procureurs de l'État s'occuper de l'affaire. Plus tard dans l'après-midi, Tyler a complètement contourné la sécurité de mon bureau, faisant irruption à travers les portes en verre de mon entreprise de logiciels du centre-ville de Seattle, le regard hagard, couvert de sueur et complètement déséquilibré. Tandis que mes collègues regardaient dans un silence absolu. Il s'est jeté lourdement à genoux juste devant mon box, pleurant de manière hystérique et me suppliant de lui sauver la vie car les agents de recouvrement privé venaient d'envoyer une photo de sa plaque d'immatriculation garée juste à l'extérieur de son appartement avec une légende menaçant explicitement de tout lui prendre s'il ne produisait pas les fonds. Je n'ai montré absolument aucune émotion, gardant mon visage comme un masque parfaitement illisible alors que je plongeais la main dans le tiroir de mon bureau. J'ai sorti les papiers d'admission inébranlables pour le centre de désintoxication fermé et le contrat de remboursement strict liant ses futurs salaires à vie directement à mes comptes personnels. Le forçant à signer son nom à l'encre pendant que le vigile musclé de mon immeuble se tenait au-dessus de lui comme un bourreau. Ma mère, observant l'effondrement public de son fils à travers la vitre et terrifiée par les agents de recouvrement musclés qui avaient commencé à garer leurs véhicules utilitaires sport aux vitres teintées à l'entrée de son quartier sécurisé, s'est finalement rendue au poids écrasant de la réalité. Elle a marché dans le bureau et m'a cédé sa procuration financière. Pensait-il vraiment que cette reddition désespérée était la fin absolue de leur cauchemar? Ou se doutait-il que j'étais sur le point de démanteler systématiquement et impitoyablement toute l'illusion confortable qu'ils avaient bâtie sur le dos de ma souffrance? Au moment même où l'encre a séché sur ces documents de procuration, je n'ai perdu absolument aucun temps pour exécuter la liquidation agressive et totale de leur style de vie frauduleux. J'ai immédiatement contacté une société de courtage immobilier haut de gamme spécialisée dans la vente rapide d'actifs d'entreprise et j'ai forcé ma mère à mettre sur le marché son luxueux manoir de 4 chambres à Bellevue. La maison même qu'elle avait utilisée pendant des années pour organiser des barbecues extravagants et prétentieux dans le jardin juste pour se vanter auprès de ses amis riches, alors que j'étais complètement exclu des invitations. Les produits financiers de la vente rapide du domaine ont été instantanément saisis par mon équipe juridique et financière. Utilisant l'injection massive de capitaux pour rembourser complètement chaque dollar des dettes à taux d'intérêt élevés de Tyler et éliminer pour toujours les dangereux prêteurs de l'ombre de nos vies. Coupant leur accès à nos noms avec des ordonnances de cessation et de désistement juridique permanentes. Le solde restant de l'argent provenant de la vente de la maison a été immédiatement enfermé dans un fonds d'affectation spécial hautement restrictif et juridiquement fortifié que j'ai co-géré avec un conseiller financier d'entreprise chevronné. Cela a laissé ma mère avec une allocation mensuelle rigide et minimale qui couvrait à peine le loyer d'un modeste appartement de 2 chambres sans fioriture et les courses de base. Quant à Tyler, il a été transporté directement de son effondrement public dans mon bureau au strict centre de réadaptation pour patients hospitalisés près de Renton, où il a été forcé d'endurer une désintoxication médicale intensive et un programme de modification comportementale sévère. Après la conclusion de ces 30 premiers jours d'isolement total et verrouillé, les termes stricts de mon accord légal l'ont obligé à réintégrer immédiatement le monde réel en acceptant un travail posté d'entrée de gamme épuisant dans un immense centre de distribution situé dans le secteur industriel de Renton. Pour la première fois de toute son existence dorlotée de 30 ans, mon frère a été forcé de comprendre le bilan physique écrasant d'une dure journée de labeur, gagnant un modeste salaire horaire par la sueur, l'épuisement et l'effort physique au lieu de voler sans effort sur mes comptes bancaires. J'ai organisé une réunion de famille obligatoire avec notre conseiller financier dans mon bureau sécurisé à Seattle pour planifier leur nouvelle réalité dépouillée. J'ai froidement informé Tyler qu'il serait entièrement responsable du paiement du loyer d'un minuscule studio exigu à Renton en utilisant ses propres salaires d'entrepôt de vente au détail, sans recevoir un seul centime d'aide du fonds familial ou de mes revenus personnels. Ma mère était assise sur la chaise de bureau, pleurant doucement dans un mouchoir froissé, se lamentant amèrement que je l'avais dépouillé de son identité de haute société.
de sa fierté de toute une vie et de sa belle maison juste pour les punir pour ce qu'elle appelait quelques erreurs familiales mineures. En regardant leur visage vaincu et triste, mon cœur a éprouvé une tempête complexe de profond soulagement émotionnel et une douleur persistante face à la destruction totale de la dynamique de ma famille biologique. Cette exposition brutale et inflexible au monde réel leur avait-elle finalement enseigné la leçon inoubliable que chaque action toxique entraîne une conséquence inévitable et dévastatrice ? 4 mois après le début de cette nouvelle routine hautement réglementée, alors que la tempête semblait s'être finalement calmée en un rythme tranquille de redressement d'entreprise. Un audit médico-légal indépendant et complet que j'avais secrètement commandé a fourni une preuve choquante qui a de nouveau fait exploser toute la situation. Les auditeurs ont découvert une piste cachée de virements bancaires secrets, révélant que ma mère avait délibérément et criminellement dissimulé un versement d'assurance vie massif de 160 000 $ à la suite du décès tragique de mon père des années auparavant. Une somme d'argent qu'elle avait explicitement omise de ses formulaires de déclaration de patrimoine sous serment lorsqu'elle avait signé sa procuration. Je me suis immédiatement rendu en voiture à son nouveau complexe d'appartements modestes et j'ai exigé une confrontation d'urgence, assise en face d'elle à une table à manger en stratifie bon marché qui remplaçait ses meubles en marbre importé. Face aux registres financiers irréfutables certifiés par l'institution bancaire privée, ma mère s'est figée dans une terreur absolue, incapable de trouver un seul mensonge pour couvrir ses traces. Soudain, Tyler, qui avait rejoint la réunion après un long quart de travail à l'entrepôt, s'est effondré sur sa chaise, a couvert son visage avec ses mains calleuses et a avoué une trahison encore plus profonde et plus horrible qui s'était produite pendant que mon père était en train de mourir. Activement à l'hôpital. Il a admis, à travers des larmes brisées, que ma mère et lui avaient conspiré pour falsifier un petit codicile au testament final de mon père, vidant complètement un compte d'épargne d'héritage que mon père avait l'intention de partager équitablement entre nous. Utilisant l'héritage volé pour couvrir les premières dettes d'investissement offshore de Tyler avant que je ne puisse jamais découvrir son existence. Témoin de l'ampleur de leur cupidité calculée et de la trahison à plusieurs niveaux perpétrée par ma propre mère et mon propre frère, j'ai senti ma dernière once de sentimentalité familiale brûler en cendres. J'ai calmement placé un dernier addendum juridique inébranlable sur la table, dictant les termes ultimes de leur survie sous mon autorité. J'ai exigé qu'ils participent tous les deux à des séances hebdomadaires obligatoires de thérapie de traumatologie familiale menées en ligne sous l'évaluation stricte d'un psychologue clinicien que je payais personnellement pour surveiller leur progrès. De plus, chaque centime des salaires de Tyler au-delà de son loyer de base serait automatiquement saisi pour rembourser lentement le fonds d'éducation volé. Et ma mère a été légalement bannie de créer ou d'exploiter un jour des comptes publics de médias sociaux pour diffuser à nouveau ses fabrications toxiques et trompeuses. Sachant qu'un simple coup de téléphone de ma part les enverrait tous les deux en prison pour tromperie financière massive et falsification de documents d'entreprise, ils ont baissé la tête et ont signé les documents dans un silence humilié et absolu. Pour la première fois de toute ma vie, j'ai vu Tyler pleurer de vraies larmes amères de remords authentiques et angoissants, complètement dépouillé du théâtre pathétique et manipulateur qu'il avait utilisé pour exploiter sa charmante sœur pendant une décennie. Une année complète après que la guerre juridique eut démantelé notre dynamique familiale toxique, nous nous sommes retrouvés assis ensemble sur un simple banc en bois lors d'un pique-nique tranquille l'après-midi dans un parc au bord de l'eau surplombant le Puget Sound à Seattle. La transformation de Tyler était remarquable. Ses yeux étaient clairs et concentrés. Sa posture était confiante mais humble, et ses vêtements de créateur coûteux avaient été remplacés en permanence par un simple jean et un t-shirt gris uni. Il avait conservé son emploi stable à l'entrepôt, obtenu une modeste promotion grâce à un travail acharné et authentique, et avait passé les 12 derniers mois à me transférer méticuleusement une partie de son salaire. Traitant chaque paiement comme une étape sacrée vers le rachat de son intégrité volée. Ma mère avait également trouvé une paix étrange et inattendue au sein de sa nouvelle existence simplifiée, complètement détachée de la vanité compétitive de son ancien cercle social de Bellevue. Passant ses après-midi à travailler dans un emploi tranquille à temps partiel à ranger des livres à la bibliothèque publique locale. J'avais réussi à récupérer presque chaque dollar qui avait été illégalement retiré de l'héritage de mon père. Et j'ai choisi de canaliser une partie importante de ces fonds récupérés vers l'établissement d'une fondation à but non lucratif dédiée qui fournissait une aide juridique et psychologique gratuite aux familles détruites par l'épidémie cachée de ruines financières graves et de dettes toxiques à travers l'État de Washington. Lors de notre dernière séance de thérapie de groupe avec notre psychologue clinicien plus tard cet après-midi-là, j'ai regardé directement dans les visages calmes de ma mère et de mon frère et j'ai prononcé une profonde vérité de clôture qui définirait à jamais notre nouvelle relation. Je leur ai dit que l'amour familial véritable n'exigeait jamais d'une personne qu'elle s'engage dans un sacrifice de soi inconditionnel ou qu'elle devienne un facilitateur silencieux pour le chemin autodestructeur de quelqu'un d'autre.
Le favoritisme aveugle de ma mère et la cupidité criminelle imprudente de mon frère avaient failli entraîner toute notre lignée dans la ruine absolue. Et ce n'était que la frontière froide et inflexible du système juridique qui avait réussi à retirer leurs âmes du bord de l'abîme. Notre histoire a atteint sa conclusion finale non pas comme un triomphe de vengeance cruelle et vindicative, mais comme un puissant témoignage éducatif sur la nécessité absolue d'imposer des limites personnelles. Prouvant que parfois l'action la plus aimante que vous puissiez entreprendre est de dire non avec une autorité absolue et inébranlable, forçant les personnes auxquelles vous tenez à affronter leurs propres démons afin qu'elles puissent enfin apprendre à voler de leurs propres ailes. Avez-vous déjà eu à rassembler l'immense courage requis pour tracer une ligne inébranlable dans le sable contre les membres de votre propre famille juste pour protéger votre avenir et votre santé mentale? Faites-moi part de vos réflexions dans la section des commentaires ci-dessous. Cette histoire est entièrement fictive et destinée uniquement à des fins de divertissement et d'éducation.